Bonjour à ceux qui sont présents. Je suis donc Cécilia Michaud, conseillère environnement à la Chambre de métier. Je me présenterai un peu plus en détail après. Je vous souhaite la bienvenue donc sur ce webinaire avec la thématique sur le froid commercial et comment maîtriser et réduire les dépenses énergétiques et les consommations d'énergie liées à cette thématique. Pour resituer, ce webinaire fait partie d'une série de webinaires qu'on organise tout au long de l'année avec les équipes environnement de la Chambre de métier de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes sur différentes thématiques, voilà, à chaque fois sur une thématique très ciblée sur l'environnement par rapport à vos problématiques précises que vous pouvez rencontrer en tant qu'entreprise artisanale. Donc aujourd'hui, la thématique est quand même bien à l'ordre du jour par rapport aux consommations énergétiques et notamment aux consommations énergétiques de ces équipements donc de froid qui consomment une part importante d'électricité. Donc c'est le froid commercial, un usage important dans les entreprises artisanales de l'alimentaire. Cette présentation est une synthèse d'un très gros travail qui a été mené depuis quelques années au sein de la Chambre de métier. Donc une étude depuis 2019 qu'on réalise à l'aide d'un ingénieur frigoriste, puisque quand on s'est aperçu, donc il y a quelques années, de cette problématique, on s'est aussi aperçu qu'il manquait beaucoup de données sur la partie artisanale, et donc c'est pour ça qu'on a démarré ce travail-là. Et donc vous allez avoir de nombreuses réponses et conseils sur vraiment le froid commercial, vraiment pour l'artisanat. Sur la diapo suivante, je vous disais, donc je suis Cécilia Michaud, donc je suis conseillère environnement de proximité. Je réalise des diagnostics environnement dans les entreprises artisanales et également des événements comme aujourd'hui, des événements collectifs. Et l'étude, enfin la présentation sera présentée par Guillaume Doré, qui est chargé de mission énergie-environnement à la Chambre de métier de l'Isère, donc expert sur le sujet. Nous devions également avoir le témoignage de Béatrice Pinto, qui est boulangère à Lyon 7e, qui malheureusement, et elle s'en excuse platement, ne pourra pas être présente pour des problématiques de personnel et de technique, puisque alors, pour le coup, son congélateur l'a lâché. Donc on est en plein dans le sujet. Donc je présenterai à sa place, puisque je l'ai accompagnée sur le changement des groupes froids. Donc pour ça, je pourrais vous présenter ce qu'elle comptait vous dire. Petit point technique avant de laisser tout de suite la place à Guillaume. Le diaporama qui est présenté aujourd'hui pourra vous être envoyé par mail par ailleurs. Donc il y aura quelques diapos avec des schémas techniques, donc vous pourrez les retrouver par ailleurs sans souci. Et n'hésitez pas également à poser les questions dans le chat. Donc vous avez une fonction de chat. N'hésitez pas à les poser au fur et à mesure qu'elles vous viennent. Et j'en ferai une synthèse pour les poser à Guillaume à la fin. Ou si vraiment il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et qui est important, je me permettrai d'interrompre Guillaume à un moment donné. Voilà, et ben sans plus attendre, Guillaume, c'est à toi. Très bien, merci. Bonjour à toutes et tous. J'ai beaucoup d'éléments à vous présenter. Ça va être assez dense, mais ça me paraît nécessaire pour que vous mesuriez les enjeux et vous rendre très concret les possibilités qui existent pour optimiser une installation. Donc, quand j'entends l'optimisation d'une installation, j'entends réduire au maximum les consommations énergétiques et améliorer au maximum la durée de vie de vos installations frigo. Donc, mon intervention va se dérouler de la manière suivante. Je vais vous donner des éléments de contexte qui nous ont conduits à mener l'étude que Cécilia a évoquée et que vous compreniez donc en quoi vous êtes, voilà, quels sont les enjeux qui vous concernent vis-à-vis du froid. Je passerai donc ensuite un temps plus important, je pense pas loin d'une demi-heure, à lister les préconisations qu'on a identifiées pour que vous puissiez donc optimiser vos postes froids.
Je présenterai ensuite les aides qui existent aujourd'hui, au 18 octobre 2022, et qu'il est bon d'étudier quand on a un projet de changement ou d'acquisition sur ces équipements froids. Cécilia, donc ensuite, fera un retour sur une installation qui a été faite dans une boulangerie, et puis ensuite viendra le temps des questions-réponses. Alors, le contexte, pourquoi on s'est penché sur la question et qu'est-ce qu'il en ressort sur le contexte? C'est qu'évidemment, autour du froid, il y a des enjeux financiers qui sont importants, vous le savez mieux que moi, des enjeux financiers en termes de coûts d'acquisition du matériel vis-à-vis de son installation, et puis ensuite, il y a des coûts relatifs à la vie de l'équipement, en lien avec les travaux de maintenance, des réparations que peut nécessiter l'installation tout au long de sa vie. Et puis aussi des coûts relatifs aux consommations électriques qui sont nécessaires au fonctionnement de l'installation frigo. Et pour vous donner quelques ordres de grandeur, que vous puissiez mesurer ce que ça représente, les consommations électriques dans l'artisanat. Donc, on a retenu 2 métiers. Tout d'abord, là, en boulangerie-pâtisserie, le froid représente à peu près 6 000 € par an pour une entreprise en moyenne artisanale sur sa facture d'électricité. Voilà, donc en boulangerie, 6 000 € à peu près, et en boucherie-charcuterie, c'est de l'ordre en moyenne de 2 500 €. Donc ça, c'était les coûts en lien avec les tarifs qu'on connaissait avant la crise énergétique qu'on connaît actuellement. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont directement concernés aujourd'hui, mais j'ai envie de dire malheureusement, si certains ont dû ou doivent signer un nouveau contrat dans les jours futurs ou dans les semaines précédentes, eh bien, probablement que vous avez signé un contrat dont les tarifs sont beaucoup, beaucoup plus importants. Ce qu'on observe en moyenne, c'est de l'ordre de 4 fois plus important. Donc, les enjeux économiques que je viens de citer là sur la consommation électrique des équipements de froid à une toute autre dimension. Alors, je veux croire, j'espère, et de toute façon, je pense que socialement, ça sera inévitablement, on va arriver à des prix qui seront moindres dans quelques mois. Je veux y croire. Cela dit, je doute qu'on retrouve les tarifs qu'on connaissait auparavant. C'était déjà un poste de plus en plus conséquent dans les charges de fonctionnement d'une entreprise, le poste consommation énergétique. Et même si donc par rapport à ce qu'on connaît temporairement aujourd'hui, on revient à des prix plus bas, je suis persuadé que c'est un poste qui sera de plus en plus important donc, dans la gestion de l'entreprise, d'où l'importance de bien comprendre, d'y être attentif, en particulier sur le poste froid. Donc ça, c'est le premier enjeu. Je vais quand même citer d'autres enjeux, à savoir des enjeux d'ordre réglementaire et technologique, puisque probablement vous savez que les fluides frigo ont historiquement un impact sur l'environnement qui est très important, en particulier sur le réchauffement climatique. Et depuis plusieurs années maintenant, il y a des réglementations qui existent et qui visent soit à interdire, soit à limiter l'usage des fluides les plus nocifs. Et en premier lieu, un fluide que vous avez probablement tous ou que vous avez probablement tous eu dans vos équipements, qui est le fameux R404A, qui était le fluide un peu miracle, qui avait un spectre d'utilisation, un panel d'utilisation assez varié, aussi bien en froid négatif que positif, avec des consommations énergétiques de l'installation qui étaient tout à fait satisfaisants. Mais voilà, il se trouve qu'il est très polluant. Donc, il y a des contraintes réglementaires qui ont vu le jour. Alors, ces contraintes réglementaires, elles ne vous concernent pas directement dans la plupart des cas, mais par effet ricochet, c'est-à-dire que vos installations ne sont pas assez grosses, pas assez puissantes en général pour que vous soyez concernés par ces interdictions-là. Mais comme les plus gros, eux, connaissent et sont concernés par ces interdictions, au final, le type de fluide qu'on trouve sur le marché, pour certains types, est de plus en plus rare. Et donc, vous avez potentiellement plus de difficultés à y avoir accès. Et quand bien même vous pouvez y avoir accès, c'est pour des coûts qui sont là aussi de plus en plus élevés. Donc voilà, aussi un enjeu réglementaire et puis un enjeu environnemental, j'en ai parlé. Peut-être ajouter qu'en plus de cet impact l'impact sur le réchauffement climatique des fluides frigo, il y a aussi un enjeu par rapport à l'incidence de la production des consommations électriques. Alors, ça, c'était les enjeux. Pour commencer un peu plus dans le concret vis-à-vis de vos installations, il nous a semblé important de
voilà, de vous éclairer par rapport à ce point-là. Je m'explique. Il faut bien avoir conscience que ce n'est pas parce qu'un équipement frigo atteint la température de consigne que vous lui avez demandé que c'est nécessairement un équipement qui fonctionne bien. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des dysfonctionnements au niveau de l'équipement frigo et que d'autres équipements, d'autres organes de l'équipement frigo, je pense en premier lieu au compresseur, vont surfonctionner pour essayer de compenser ces dysfonctionnements-là. Et donc, vous ne le verrez pas nécessairement, c'est-à-dire que vous aurez toujours la température attendue dans l'enceinte à réfrigérer, mais il y a malgré tout des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements-là, l'étude a mis en évidence qu'ils représentaient, puisqu'il y a des rencontres qui ont été faites en entreprise, on s'appuie sur des choses très concrètes, que ces dysfonctionnements, entre guillemets, invisibles, représentent une surconsommation de l'ordre de 40%. C'est-à-dire que, voilà, en plus de cette surconsommation de 40%, l'équipement, lui, va aussi s'user 40% plus vite. Donc là, il y a un enjeu important. C'est la raison pour laquelle je vais ensuite passer un peu de temps sur les contrôles, sur la veille à faire sur les différents organes de vos installations pour vous assurer que malgré un bon fonctionnement apparent, eh bien, peut-être y a-t-il des dysfonctionnements qui, avant qu'ils se révèlent par une panne absolue, ont déjà une incidence sur votre équipement. Alors, donc, je vais tout d'abord présenter donc, ces éléments-là, ce qu'on a appelé les bonnes pratiques, qu'est-ce qu'il est important de regarder, de contrôler, et quels sont les entretiens ou contrôles à faire au quotidien. Et si vous étiez déjà des bons élèves sur tous ces points-là, pour passer à l'étape d'après, pour continuer à optimiser ces consommations, là, on rentre plus dans la technologie, quelles sont les options, quelles sont les améliorations techniques qu'on peut apporter à son installation pour continuer à optimiser ce poste. Ensuite, le troisième point concernera les quelques cas où il y a des investissements importants qui sont envisagés sur son installation frigo et voir quelle est l'architecture la plus cohérente, la plus intéressante pour vous au regard de votre réalité et du quotidien. Et puis un dernier point, je dirais un mot sur le rétrofit, parce qu'on entend un peu tout et son contraire vis-à-vis de ça, et c'était l'occasion de clarifier les choses. Alors, le premier schéma, donc je vais m'attarder, l'essentiel de ma présentation, en fait, ça va être ce schéma-là, je vais m'appuyer sur ce schéma-là, c'est le cœur de notre sujet. Donc ça, c'est un schéma qui représente les principaux éléments qui permettent le fonctionnement d'un équipement frigorifique. Et ce qui me semble important d'avoir à l'esprit, c'est que, évidemment, un équipement frigo, on l'entend comme un équipement qui fait du froid, mais je préférerais qu'on le comprenne comme un équipement qui va extraire de la chaleur d'une enceinte qu'on veut refroidir et qui va l'expulser à l'extérieur de cette enceinte. C'est vraiment ça le principe d'un équipement frigo, et je pense qu'il faut bien comprendre ça pour anticiper les pannes éventuelles ou les contrôles ou les surconsommations qui pourraient y avoir. Donc, pour rendre tout ça un peu plus concret, là, on a donc un évaporateur qui se situe, je vais prendre l'exemple d'une chambre frigorifique, par exemple, d'une chambre froide, donc qui est ici, qui est fermée, on l'imagine, et puis donc il y a l'évaporateur dans cette enceinte, et dans cet évaporateur, il y a un fluide frigorigène, et donc l'évaporateur va capter la chaleur qui est dans l'enceinte pour la transmettre au fluide frigorigène, et ensuite le fluide frigorigène va aller jusqu'au condenseur, et au niveau du condenseur, donc qui est évidemment, vous voyez, je pense tous de quoi il s'agit, qui est évidemment à l'extérieur de l'enceinte, idéalement à l'extérieur du bâtiment, va relarguer la chaleur qu'il est venu capter au niveau de l'évaporateur. Voilà. Et donc, pour rajouter une couche sur ce fonctionnement-là, pour que le fluide fonctionne et circule, il y a un compresseur qui va donc comprimer le fluide et qui va permettre ce déplacement du fluide frigorigène. Et comme on a comprimé le fluide, il va bien falloir le détendre pour que le fluide se retrouve dans un état qui va permettre à nouveau un cycle nouveau. Voilà. Alors,
Une fois qu'on a dit ça, qu'on a compris ça, quels sont les éléments importants sur lesquels il faut être attentif? Tout d'abord, au niveau de l'enceinte qu'on veut refroidir. L'évaporateur donne pas mal d'informations. C'est-à-dire que si, au niveau de l'évaporateur, vous constatez une prise en glace qui est importante, qui est conséquente, c'est forcément signe d'un dysfonctionnement ou d'un problème de réglage de l'installation. Alors, première piste, ça peut être, s'il y a de la prise en glace, ça veut dire qu'il y a de l'humidité dans l'enceinte. Et peut-être qu'il y a de l'humidité plus que ce qui était calculé quand la chambre froide a été installée. Et la principale raison est certainement le fait que la chambre froide n'est plus étanche comme à ses premiers jours. Et la première source, généralement, qu'on observe, et c'est pas rare, c'est assez fréquent, c'est que les joints des portes, donc j'ai pris l'exemple d'une chambre froide, mais c'est vrai pour tous les équipements qui sont fermés, c'est probablement que le joint ne joue plus son rôle d'étanchéité. Donc, pour mesurer ça de manière très factuelle, vous pouvez prendre une feuille de papier, ouvrir la porte, fermer la porte, et si la feuille tient, c'est qu'a priori le joint joue son rôle. Par contre, si on peut retirer la feuille, c'est que le joint n'est plus efficace et qu'il est important de le changer. Parce que, vous l'avez sans doute compris, s'il y a une prise en glace au niveau de l'évaporateur, eh bien derrière, les échanges thermiques sont moins bons et pour compenser cette difficulté-là, eh bien le compresseur va fonctionner davantage pour augmenter le nombre de cycles et donc on va augmenter les consommations d'énergie, d'électricité et on va accroître aussi l'usure de l'équipement. Voilà. Donc, première cause, c'est potentiellement parce qu'il y a un apport d'air extérieur. Et cet apport d'air, en plus de l'humidité, évidemment, c'est nécessairement c'est un air qui est plus chaud que la température de consigne qu'on attend. Donc, en plus, ça sursollicite aussi le système. Voilà. Autre élément qu'une prise en glace peut indiquer, c'est un problème plutôt de réglage au niveau du condenseur ici. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est probablement une prise en glace qui a plutôt lieu en hiver. Et ça signifie qu'il y a un réglage nécessaire au niveau du condenseur et qu'il faut faire appel, dans ce cas-là, à son frigoriste pour qu'il remédie à ce problème-là. Donc voilà, l'évaporateur, ce qu'il peut déjà indiquer vis-à-vis, voilà, sur ces points-là. Autre élément concernant les enceintes, là je vais plutôt parler d'une enceinte ouverte, typiquement une banque frigo, une banque réfrigérée en magasin, qui est classiquement donc ouverte en permanence. Là aussi, ça vaut le coup quand même de se poser la question, de s'interroger sur le fait, est-ce que cette banque ne peut pas être fermée de temps en temps? Évidemment, quand il y a un pic de clientèle, c'est ingérable, hein, il ne faut pas qu'il y ait une porte qu'on doit ouvrir toutes les 30 secondes, on est bien d'accord. Par contre, peut-être que si la banque tourne quand il y a peu de clients, voire pas de clients pendant les horaires de fermeture, ça vaut le coup d'envisager la mise en place de portes ou de rideaux. Et on peut même envisager entre guillemets, une solution un peu de bricolage en mettant en place des plaques de polystyrène, plutôt du polystyrène extrudé, pour pas qu'il y ait de risque de désagrégation de la plaque. Mais ça aussi, c'est quelque chose de simple, banal, qui ne paye pas de mine comme ça et qui pourtant, derrière, peut améliorer réellement votre installation. Voilà, donc ça, c'était les premières alertes, les premiers éléments concernant l'évaporateur. Maintenant, concernant le condenseur. Donc là, je le rappelle, hein, le condenseur qui est idéalement à l'extérieur du bâtiment va permettre donc d'évacuer, de chasser la chaleur qui a été captée par le fluide frigorigène. Alors, ce condenseur, un peu le même principe qu'au niveau de l'évaporateur, il faut faire en sorte que les échanges thermiques soient le plus facile possible avec l'air. Donc, il faut éviter qu'il y ait une accumulation de poussière, de farine, de feuilles ou autres, qui vont sinon rendre plus difficile le transfert de chaleur. Et pour compenser ça, eh bien, du coup, l'installation, le compresseur va devoir tourner davantage, on va augmenter le nombre de cycles et il y aura toutes les conséquences que j'ai déjà citées. Autre point important vis-à-vis du condenseur,
Alors ça, c'est un peu structurel par rapport à votre entreprise, mais il est quand même bon de le dire là. Il faut éviter au maximum que le condenseur soit dans une ambiance où il fait déjà chaud. Parce que si l'air environnant est déjà chaud, eh ben, pour évacuer la chaleur, ben, ça sera plus difficile. Donc, il y aura une sursollicitation de l'installation. Donc, ça arrive, je sais, mais une chambre de pouce ou une chambre froide qui est accolée à un four, par exemple, ah ben, c'est très dommage. J'entends les difficultés qui ont pu amener à ça, mais il faut bien avoir conscience que c'est à éviter au maximum parce que derrière, ça a une incidence sur la performance de l'équipement frigo. Donc ça, voilà, ça c'est les premiers éléments de bonne pratique qu'on souhaitait vous dire. Il y a encore un sujet à aborder sur les bonnes pratiques qui concerne le circuit, la canalisation frigorifique. Donc il est important qu'elle ne soit pas dégradée, qu'elle soit en bon état et que le fluide qui est contenu dans le circuit, du coup, ne soit pas altéré, ne vienne pas à être en manque en termes de quantité. Donc pour s'assurer de ça, il y a différents éléments. Le premier, c'est par exemple dans beaucoup d'équipements, on retrouve ce type de voyant qui indique sur l'état du fluide frigorigène. S'il y avait un manque de fluide frigorigène, parce qu'il y a une fuite quelque part sur le circuit, eh ben, inévitablement, il y aurait apparition de bulles ici de manière insistante qui indiquerait cela. Donc, c'est le moment, quand on rencontre ça, quand on identifie ça, d'appeler le frigoriste avant qu'il manque trop de fluide et que la machine se mette en panne totale et qu'en plus, elle ait une usure et une surconsommation qui ne cesse d'empirer. Donc ça, c'est le premier élément que le voyant indique. Le deuxième concerne ce qu'on devine ici, qui est une pastille qui est théoriquement de couleur verte, si tout va bien. Et si elle vient à devenir jaune, ça signifie qu'il y a de l'humidité dans le fluide frigorigène. Et s'il y a de l'humidité dans le fluide frigorigène, il est moins performant. Et donc, il est probablement nécessaire d'intervenir au niveau du filtre déshydrateur. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, un dernier point peut-être sur la canalisation. Évidemment, assurez-vous qu'elle soit à tout endroit parfaitement isolée. On a mis une photo un peu plus loin. Voilà, typiquement ici, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a la canalisation en noir ici, et en dessous, on a l'isolant qui s'est arraché, qui est tombé. Du coup, ça pose réellement un problème derrière, puisqu'on a des apports de chaleur qui vont nuire à la performance du fluide et donc de l'installation derrière. Donc voilà, déjà, si vous êtes bon sur tous les points que je viens de citer, vous faites partie des bons élèves. Vous avez déjà une installation qui fonctionne de manière optimale. Donc pour continuer, pour passer la marche d'après, et j'ai envie de dire, on ne passe la marche d'après qu'une fois qu'on est bon sur tout ce que je viens de citer. Et donc, pour passer à la marche d'après, là, inévitablement, on passe sur une amélioration technologique de l'installation. Et là, il y a essentiellement 3 niveaux auxquels on peut intervenir. Le premier qui a la rentabilité la plus intéressante, pour laquelle le coût est peu élevé et pour lesquels les bénéfices sont immédiatement là, c'est d'agir au niveau du condenseur. La plupart du temps, les condenseurs on le devine ici, enfin, ils ont toujours un ventilateur, les condenseurs à air, sauf que ce ventilateur va fonctionner en tout ou rien, c'est-à-dire qu'il va tourner à fond et puis s'arrêter totalement, tourner à fond, s'arrêter totalement. Et le fait d'avoir à relancer le moteur consomme beaucoup plus d'énergie que si on a un moteur ici qui est dit à vitesse variable, qui fait que le ventilateur va tourner de manière adaptée aux besoins, de manière très modérée quand il n'y a pas ou très peu de besoins, et puis s'accélérer quand les besoins augmentent. Typiquement en hiver ou au plus froid de l'hiver, il va tourner très très peu, et puis au plus chaud de l'été, il va tourner de manière plus forte. Donc ça, voilà, avoir ce qu'on a un variateur à vitesse variable, ça ne coûte pas très cher et ça amène donc une économie d'énergie significative. Alors je vais donner un ordre de grandeur pour vous dire, mais tout ça les gains sont en fonction de votre installation et notamment du fluide frigorigène que vous avez.
Mais pour donner les ordres de grandeur, on va dire que c'est de l'ordre de 10%. Là, tout ce que je vais vous indiquer, là, c'est le premier, là, c'est plutôt 5%, et puis tous les autres, ça sera de l'ordre de 10%, l'économie sur l'équipement. Mais voilà, ça, je vous dis ça pour que ce soit un ordre de grandeur, hein. Ça peut être plus en fonction de la configuration de votre installation. Mais c'est voilà, pour situer un peu les choses. Et donc ce variateur de vitesse, dans le jargon technique, il a un terme très complexe, mais je le dis parce que ça vous permettra d'échanger avec votre frigoriste. C'est ce qu'on appelle une HP flottante. Donc retenez ça dans un coin de la tête pour faire le lien avec... très concrètement, ça signifie juste qu'il y a un variateur de vitesse et non pas un fonctionnement en tout ou rien ici. Voilà, et ça a en plus une conséquence voilà, en hiver sur le fonctionnement du compresseur. Je ne rentre pas dans le détail, mais on gagne aussi en termes de consommation énergétique au niveau de l'utilisation du compresseur. Voilà, ça c'était le premier élément, la première option technique qu'il est possible d'envisager sur une installation frigo. Une autre, je vais rester sur le condenseur, c'est qu'au lieu d'avoir un condenseur qui est à air, donc il va avoir des échanges thermiques qui va relarguer la chaleur au niveau par rapport à des échanges thermiques avec l'air, on peut avoir des condenseurs à eau. Puisque l'eau est plus conductrice que l'air, derrière, ça permet de meilleurs échanges. Pour mesurer ça, on peut prendre l'exemple, quand on est dans une piscine à 20 degrés, arrive un moment où on a froid. Par contre, quand on est à l'extérieur à 20 degrés, on a moins froid, ou on n'a peut-être jamais froid, puisque les échanges thermiques sont plus importants dans l'eau que dans l'air. Donc là, c'est le même principe. Si on a un condenseur à eau, ça facilite donc les échanges thermiques, donc c'est plus efficace. Et l'autre avantage, l'autre gain, c'est que tout ce que j'ai cité tout à l'heure en indiquant qu'il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de poussière, de farine ou autre qui s'accumule au niveau du condenseur, ben là, il n'y a plus de problème, puisque évidemment, le condenseur est enfermé pour maintenir l'eau. Donc, il y a beau y avoir de l'accumulation autour de l'enceinte, là, ça n'a pas d'incidence sur les échanges thermiques. Donc ça, c'est un autre avantage. Autre avantage qui est un peu moins évident, mais qui est quand même là, c'est que s'il y avait une source de chaleur à proximité, ça permettrait aussi d'isoler, voilà, ça serait moins impacté s'il y avait un four à proximité. Ça impacterait moins les échanges thermiques au niveau du condenseur à eau. Autre intérêt du condenseur à eau, pour ceux qui ont des besoins en eau chaude, ça peut donc chauffer de l'eau. Alors, ce n'est pas la même eau, hein, il y a encore un autre transfert derrière thermique qui a lieu, mais ça peut préchauffer éventuellement un ballon d'eau chaude, voire même préchauffer une pièce. Donc ça, c'est en plus un gain énergétique, ce qu'on appelle de la chaleur fatale qui est récupérée. Donc là, on a encore un autre avantage d'un condenseur à eau. Voilà pour ce qui est du condenseur. Vous dire un mot maintenant par rapport au compresseur. Là aussi, classiquement, dans les installations qu'on retrouve dans l'artisanat, ce sont des compresseurs qu'on dit, qui sont en tout ou rien. Donc, comme pour le ventilateur tout à l'heure, il va fonctionner à fond et puis s'arrêter totalement, fonctionner à fond, s'arrêter totalement. Eh bien, il existe des compresseurs à vitesse variable aussi, qui vont adapter leur vitesse, leur fonctionnement en fonction des besoins. Ça, c'est surtout intéressant pour les métiers de la boulangerie qui, au cours d'une journée ou d'une nuit d'activité, de production, vont avoir des besoins très variables en termes de froid, notamment en lien avec les chambres de pousse, par exemple. On a mesuré des écarts, enfin, ça varie les besoins au cours d'une nuit de production, d'une journée de production, de 30% de besoins frigo à 100%. D'où la pertinence d'avoir un compresseur à vitesse variable pour s'adapter finement aux besoins de l'entreprise selon le moment, selon l'étape de production où on se situe. Voilà, donc là, vous avez alors tout ce que j'ai dit, j'ai bien conscience que je suis allé vite, mais le format du webinaire nous contraint. Tout ce que j'ai dit, vous allez le retrouver donc dans le support qui vous sera transmis, hein, c'est les diapos qui suivent, hein, voilà, tout ce que j'ai dit est là. Et si donc vous êtes déjà bon élève sur les bonnes pratiques et que voilà, les organes d'optimisation que j'ai listés sont déjà mis en place, j'ai envie de dire, vous êtes dans une situation idéale, parfaite, à ceci près qu'on peut encore faire mieux pour certains d'entre vous.
Alors, pourquoi et où on peut faire mieux? Là, maintenant, on est sur ce qu'on appelle l'architecture de l'installation. Dans 95%, pour ne pas dire 99% des cas, dans les entreprises artisanales, on est dans ce type de configuration-là que je montre avec la souris. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des installations réparties. C'est-à-dire que pour un équipement frigo, pour un besoin frigo, prenons ici l'exemple d'un tour réfrigéré, on a un groupe frigo qui lui est dédié. Donc là, et on le devine ici à travers la grille, donc le groupe est dit logé, il est logé dans l'équipement. Voilà. Et sinon, si ce n'est pas cette configuration-là, l'autre configuration, c'est que c'est bien une installation qui est dite répartie, donc un besoin, ici il est à la banque frigo, qui a un groupe qui lui est propre, qui lui est dédié, mais qui est déporté, donc idéalement qui est déporté à l'extérieur du bâtiment. Ça, c'est ce qu'on trouve donc dans la quasi-totalité des entreprises artisanales, et pourtant, ce n'est pas la situation optimale, idéale. La situation idéale, et qui doit être anticipée au maximum, hein, ça c'est pour qu'on puisse y passer et atteindre, avoir ce type d'architecture. Idéalement, il faut qu'on identifie ça au lancement de l'activité ou au moment de travaux importants. C'est ce qu'on appelle donc une installation centralisée. Donc, comme pour un chauffage centralisé, la production de froid là, est centralisée. Il y a un seul groupe frigo qui va ensuite alimenter différentes enceintes à refroidir. Alors, je sais les craintes qu'il y a à cette configuration. Je vais y revenir après. La crainte étant que si la centrale frigo tombe en panne, eh ben, le risque est énorme en termes de perte de production ou de matières premières. Mais rassurez-vous, il y a des éléments qui permettent de sécuriser tout ça. Je vais y venir dans un deuxième temps. Là, je souhaite avant tout vous faire comprendre l'intérêt d'une installation centralisée par rapport à une installation répartie. Alors, une installation centralisée a un coût effectivement d'acquisition au départ qui est plus élevé qu'une installation répartie. Donc, pour illustrer mes propos, là, on va se mettre dans ce cas de figure-là où on a 5 équipements frigo et on va mettre ça voilà, en centralisé et on va mettre ça en parallèle d'une situation où on a 5 équipements frigo indépendants en répartie. Donc, le centralisé avec 5 équipements coûte plus cher au départ que le réparti avec 5 équipements. Mais derrière, je vais vous expliquer pourquoi le temps de retour sur investissement. Il y a un temps de retour sur investissement que l'étude a calculé, qui est de l'ordre de 7 ans. Au bout de 7 ans, on a remboursé le surcoût de départ et vous allez comprendre qu'après, les gains vont être exponentiels, ils vont être toujours de plus en plus importants et de manière conséquente. Donc, ces installations centralisées, il y a plusieurs alternatives, plusieurs configurations possibles. Il faut quand même préciser que dans l'artisanat, l'étude a montré que c'est pertinent dès lors qu'on a au moins 5 équipements qui ont la même température de consigne, ou à peu près, qui sont dans les mêmes, dans les mêmes ordres de réglage de température. Donc, dans ce cas-là, et c'est généralement le cas dans l'artisanat, c'est pour faire du froid positif. On pourrait très bien imaginer avoir un équipement négatif qui serait piqué ici. Tout ça, techniquement, serait possible. Mais le coût serait trop important à l'échelle d'une entreprise artisanale. Donc, dans ce cas-là, il ne faut pas l'envisager. Donc, on est bien dans le cas où on a au moins 5 équipements frigo qui ont une température de consigne proche. Et donc, dans l'artisanat, généralement, c'est pour faire du froid positif. Alors, pourquoi, au final, économiquement et en termes c'est plus intéressant? Le premier est en lien avec les consommations énergétiques de l'installation. Une installation centralisée va consommer moins d'électricité qu'une multitude d'équipements indépendants. Donc, il y a différentes raisons. Peut-être la première à citer, c'est que ici, le compresseur a une puissance moindre que la somme des 5 compresseurs dont on aurait besoin ici. Donc, je ne rentre pas dans le détail. Donc, nécessairement, derrière, on consomme moins. Ajoutons à ça le fait que les équipements qui constituent une centrale frigo sont des équipements donc de meilleure qualité, ce qui explique leur surcoût de départ, mais ce qui permet derrière un entretien qui est bien meilleur et une durée de vie qui est bien meilleure.
Typiquement, dans une installation centralisée, on a nécessairement des compresseurs à vitesse variable, alors qu'on l'a dit tout à l'heure, dans les installations réparties, généralement, ils fonctionnent en tout ou rien, donc ils vont s'user plus rapidement, enfin, ils vont consommer plus. Ici, ça va consommer moins. Et rajoutons encore à ça le fait que les compresseurs dans les installations centralisées peuvent être vidangés. Hein, vous le savez, il y a de l'huile qui est nécessaire au bon fonctionnement du compresseur. Et dans le cas d'une installation centralisée, cette huile peut être vidangée. Et donc, on peut, voilà, puisque au cours du temps, l'huile va se dégrader, va se charger en limaille ou autre. Donc là, dans une installation centralisée, on va pouvoir la changer, la vidanger, et donc refaire partir le compresseur au niveau de son fonctionnement optimum. Et donc, il va consommer moins, il va s'user moins, alors que dans une installation répartie, dans la plupart des cas, on ne peut pas vidanger les compresseurs. Et par conséquent, jour après jour, il va s'user davantage et il va consommer davantage et il va avoir nécessairement une durée de vie qui va être beaucoup moindre que dans le cas d'une installation centralisée. Donc voilà différents éléments il y a encore d'autres sujets, mais voilà des éléments qui me semblent permettre de comprendre pourquoi une installation centralisée derrière consommera moins qu'une installation répartie. Autre avantage économique, c'est que ces installations-là, donc au-delà du fait qu'elles soient plus costauds, sont aussi plus souples en termes de réparation. Je m'explique. Dans ce cas-là, je l'ai dit, donc les compresseurs sont vidangeables, mais en plus, ils sont démontables. C'est-à-dire que s'il y a une pièce qui est en panne dans le compresseur, dans ce cas-là, on peut changer simplement la pièce du compresseur qui est défectueuse. Alors que dans une installation répartie, classiquement, quand le compresseur et il y a une pièce qui est défectueuse dans le compresseur, il est nécessaire de changer la totalité du compresseur. Donc, en termes de coût, c'est forcément plus cher. Autre élément, un peu dans la même lignée, c'est que quand le frigoriste vient pour faire l'entretien, là, il doit entretenir un seul groupe frigo, quand là, il doit entretenir 5 groupes frigo. Donc, forcément, derrière, son temps d'intervention est plus élevé et donc le coût est plus élevé. Donc, tout ça, année après année, permet d'arriver à ce temps de retour sur investissement de 7 ans dont j'ai parlé. Donc jusque-là, c'est à peu près linéaire sur les 7 premières années, on va dire. Mais là où le gain financier est évident et très très fort, c'est quand vient le temps de rajouter un équipement, parce que l'activité de l'entreprise a évolué. Quand il est nécessaire donc d'ajouter un nouvel équipement frigo, et dans une installation centralisée, il suffit de piquer la nouvelle enceinte à l'installation existante et il n'y a donc pas nécessité d'acheter un groupe frigo supplémentaire, alors que quand on est en installation répartie, eh bien là on est coincé. Il faut en plus acheter un équipement, un groupe frigo en plus. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que certes, j'entends bien, l'installation centralisée n'est pas toujours possible pour des contraintes de locaux par exemple. Et pourtant, ça devrait théoriquement être mis à plat comme ça d'entrée de jeu quand on crée une entreprise de l'alimentaire. Voilà, alors le schéma, pour être complet, le schéma idéal pour une entreprise de l'alimentaire, c'est d'avoir une installation centralisée pour ses besoins en froid positif. Et puis, il y a malgré tout aussi quelques besoins en froid négatif pour vos métiers, mais qui sont plus marginaux. Et dans ce cas-là, pour ces besoins plus marginaux, envisager une installation répartie. Voilà. Donc ça, c'est la configuration idéale et qui permet derrière, vous l'avez compris, des gains financiers, de durabilité de l'installation qui sont phénoménaux. Voilà. Alors, les points de vigilance, oui. Très important. Donc, le risque est évident, c'est que s'il y a un dysfonctionnement de la centrale frigo, tous les équipements sont en rade et c'est pas ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut éviter absolument. Donc, il y a des choses qui sont mises en place quand on envisage une installation centralisée. La première, c'est de mettre en place des régulations de secours qui font que si un élément vient être défectueux, il y a un élément de secours qui va prendre le pas le temps que le frigoriste intervienne. Dans la même approche, quand on est dans une installation centralisée, il vaut mieux avoir 2 compresseurs de puissance intermédiaire
Comme ça, si l'un des deux compresseurs vient à tomber en panne, eh bien, le second compresseur va pouvoir prendre le relais et limiter la chute de température le temps que le frigoriste puisse intervenir. Et donc ça, ce sont des premiers éléments, mais classiquement, dans ces installations centralisées, il y a des alarmes qui sont présentes qui permettent au frigoriste d'avoir l'information qu'il y a un début de dysfonctionnement et donc d'anticiper la grosse panne et d'intervenir avant qu'il y ait la panne fatale qui arrive. Donc ça, voilà, tous ces éléments font que derrière, le risque de panne globale est proche de zéro. Et puis même, l'idéal, à la limite, il n'y a qu'une chose à faire, c'est qu'en faisant intervenir son frigoriste chaque année pour contrôler son installation frigo, il sera en capacité d'anticiper la majorité des pannes et d'identifier les dysfonctionnements en cours qui vont conduire à des pannes majeures. Donc par le simple fait de faire entretenir son installation tous les ans, ben, déjà, on s'est assuré de son bon fonctionnement. Voilà sur les actions qu'il est bon d'avoir en tête. Donc, elles sont toutes détaillées. Hein. Je vais aller rapidement le diaporama. Tout ce que je vous ai dit est listé dans le diaporama. Mon idée avec ce support-là, c'est que vous puissiez vous appuyer dessus dans vos échanges avec votre frigoriste pour aborder les points que je viens de citer. Tout ce que j'ai cité est donc bien indiqué là-dedans. Et donc oui, un point sur le rétrofit. Donc le rétrofit, pour rappel, c'est le fait de remplacer un fluide frigo ancien et polluant par un fluide frigo de nouvelle génération et moins polluant. Donc d'un point de vue environnemental, ceci a toute sa place, a tout son sens évidemment. Mais parfois, c'est aussi vendu comme un moyen d'optimiser votre installation pour qu'elle consomme moins, par exemple. C'est pas nécessairement le cas. Hein. Si c'est le cas, c'est, j'ai envie de dire, plutôt de manière involontaire. On peut même imaginer qu'il y a des rétrofits qui engendrent une consommation plus importante. Donc voilà, le rétrofit, c'est bien pour basculer sur un fluide frigorigène qui a un impact sur le réchauffement climatique qui est moindre. Et ça, c'est envisagé, évidemment, si votre installation est relativement récente et si elle est en bon état. C'est-à-dire qu'il n'y a pas déjà des problématiques que j'ai pu citer ou des fuites avec des besoins de recharge en fluide qui sont réguliers. Là, dans ce cas-là, le rétrofit, certes, est peu cher, mais enfin, ça va finir par être un gouffre. Et inévitablement, la question du remplacement de votre équipement va se présenter rapidement. Donc, le rétrofit, oui, si votre installation est encore intègre et encore performante. Voilà. Et oui, vis-à-vis de la protection en lien avec le réchauffement climatique, mais ce n'est pas pour ça que votre facture énergétique va baisser. Voilà. Bon, voilà. Donc, peut-être pour synthétiser tous les éléments que je vous ai donnés, il y a beaucoup de choses qui peuvent déjà être faites, qu'on a répertoriées dans les bonnes pratiques. Déjà, si vous êtes bon sur tous les éléments que j'ai cités, étanchéité de la porte, condenseur qui n'est pas plâtré de farine, qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Pas de problème au niveau de l'étanchéité, enfin de l'isolation, de décanalisation frigo, etc. Si déjà vis-à-vis de ça vous êtes bon, qu'on n'est pas collé au four, etc. Déjà là, vous faites partie des bons élèves et vous pouvez, j'ai envie de dire, dormir sur vos deux oreilles. Cela dit, vous pouvez toujours optimiser encore votre installation avec les organes d'optimisation que j'ai cités au niveau du condenseur ou du compresseur à vitesse variable pour les métiers de boulangerie. Et puis, si vous avez la chance de pouvoir remettre à plat complètement votre installation, sans hésiter, il faut aller vers une architecture dite centralisée. Voilà. L'autre point qu'on voulait aborder, donc, ce sont les aides financières en date d'aujourd'hui. Hein. Tout ça est très variable dans le temps. J'ai envie de dire, d'un jour à l'autre, il y a des aides qui apparaissent et qui disparaissent. J'exagère un peu, mais parfois c'est un peu ça. Donc, il faut être au fait. Dès lors que vous avez un projet d'investissement en lien avec, d'une manière générale avec la gestion de votre entreprise, des projets d'investissement, on vous invite fortement à solliciter la chambre de métier pour voir s'il n'y a pas des aides sur le moment auquel vous pourriez prétendre. Et donc, spécifiquement sur le froid, actuellement, il y a beaucoup de collectivités qui ont mis en place des aides financières.
souvent en lien avec un dispositif régional, mais pas que. Donc moi je suis en Isère, à Grenoble, le dispositif n'est pas, si je ne dis pas de bêtises, mais je crois pas, n'est pas nécessairement conditionné à cette aide régionale. Donc voilà, il y a différentes réalités selon où vous vous situez, mais vos collectivités ont possiblement mis en place des dispositifs pour vous épauler, qui peuvent, et l'idée étant en plus dans ces temps un peu difficiles particuliers, de vous épauler, mais peut-être aussi de vous épauler pour franchir la marche supérieure. Donc voilà, donc contactez votre chambre de métier ou directement votre collectivité pour faire le point là-dessus. Autre possibilité de subvention d'aide extérieure, c'est en lien avec les certificats d'économie d'énergie. Donc il y a différentes choses qui peuvent être prises en charge avec les certificats d'économie d'énergie. Au-delà du froid aussi, mais pour le cas du froid, c'est surtout en lien avec la récupération de chaleur sur les groupes frigo que c'est intéressant. Et le dernier dispositif dont on voulait vous parler, c'est l'amortissement fiscal en faveur des équipements de réfrigération qui n'utilisent pas ce qu'on appelle les HFC, donc c'est le fluide frigo, les hydrofluorocarbures. Donc si vous investissez dans un équipement qui ne contient pas d'HFC, eh bien, vous pouvez prétendre à cet amortissement fiscal. Vous retrouverez les liens dans le diaporama qu'on vous transmettra. Alors, pas pour l'amortissement fiscal, mais pour les autres types d'aides, attention, il faut bien avoir sollicité les organismes qui attribuent la subvention avant que vous ayez réalisé les investissements, puisque la philosophie, c'est que ce dispositif vous aide à franchir le pas. Donc, si vous l'avez déjà franchi, le pas, l'aide ne pourra pas être sollicitée. Donc, pensez bien à contacter ces organismes, à les solliciter, à monter les dossiers ou à ouvrir les dossiers avant que vous ayez signé tout devis ou contrat. Voilà, j'en ai fini. Je reviendrai pour le temps des questions-réponses. Je laisse la parole à Cécilia pour le retour d'expérience. Merci Guillaume pour cette présentation. Je vais tout de suite poser la question qui a été posée dans le chat avant d'enchaîner avec le témoignage. Donc, on a un participant qui demandait, quand on parle de durée de vie d'un groupe frigo, centralisé ou non, de combien est cette durée de vie en moyenne? Est-ce que tu as la réponse? Alors, l'étude en fait a évalué une bonne performance d'un groupe frigo quand on est en installation répartie de l'ordre de 7 ans. Statistiquement, on sait qu'à partir de 7 ans, alors les équipements frigo, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je ne dis pas que ça ne dure pas plus de 7 ans, mais inévitablement, statistiquement, au bout de 7 ans, il va y avoir des travaux ou une réparation conséquente à réaliser en moyenne sur les équipements. Donc après, on peut imaginer que ça dure de manière infinie, mais ça va être dans des modes de plus en plus dégradés avec des coûts d'intervention de plus en plus exorbitants. Donc l'ordre de grandeur à avoir, en moyenne, c'est 7 ans pour en installation répartie d'un fonctionnement à peu près entendable et correct. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Eh ben, on laissera le participant nous dire si la réponse apportée est satisfaisante ou s'il y a besoin d'une précision. N'hésitez pas à la poser dans la partie questions pendant que j'enchaîne du coup donc avec le témoignage de Madame Pinto, donc qui ne peut pas être présente malheureusement. Donc pour vous situer un petit peu le contexte, donc c'est une boulangerie que Madame Pinto avait repris, donc une boulangerie-pâtisserie traditionnelle avec une partie snacking pour une clientèle de bureaux le midi, avec une forte concentration de bureaux aux alentours. Une boulangerie qu'elle a reprise il y a une dizaine d'années, en 2012. Il y a 3 personnes à temps plein, plus une personne en alternance, et pour un chiffre d'affaires d'environ 250 000 € à l'année. Voilà, pour vous situer le contexte. Je te laisse passer à diapo, super. Donc au niveau des groupes froids qui nous intéressent en l'occurrence, donc en fait nous avons réalisé, donc la chambre de métier du Rhône a réalisé une visite énergie, donc qui est un diagnostic expert qu'on réalise en entreprise sur la partie énergie en début 2021. Lors de cette visite énergie, il est apparu donc le froid, donc tous les organes de froid de la boulangerie
représentait environ 20 ou 22% de la facture d'énergie. Et il y avait notamment ces 2 chambres de pousse, donc une chambre de pousse pâtisserie et une chambre pour la boulangerie. Donc il y a bien 2 chambres. On voit 3 portes, hein, mais il y en a une avec double porte. Avec les groupes froids au-dessus, on voit un petit zoom là avec une photo du zoom. L'âge des structures était très ancienne, donc on a mis supérieur à 15 ans, mais en tout cas, on n'a pas la date exacte, mais très ancienne, très fuyarde. Donc Guillaume l'a rappelé tout à l'heure, hein, avec des joints fuyards, et on sentait bien que on va dire la carcasse avait souffert. Par contre, les groupes avaient été changés donc il y a environ entre 5 et 7 ans. Et on était sur un fluide frigorigène classique, hein, le fluide miracle qui est arrivé, le R404A. Donc pendant cette visite énergie, on avait bien senti qu'une des grosses actions pour réduire la consommation énergétique de la boulangerie était le changement de ces groupes. S'en est suivi, donc du coup, il y a eu les aides de tremplin au premier semestre 2021. Donc Guillaume le citait pour les aides. C'est vrai que les aides arrivent, disparaissent. Donc nous aussi, on est à l'affût de l'arrivée des aides potentielles, hein, que ce soit au niveau national, régional, local, pour être toujours à la pointe de l'information. C'est pas toujours évident, mais on fait de notre mieux. Et du coup, là, pour le coup, les aides tremplins ont été annoncées quelques temps après la visite. Donc, nous avions rappelé, nous, tous les projets qu'on savait être dans les cartons. Et du coup, ça a pu amener le changement des groupes froids. Donc, il y a eu le changement de la carcasse et des groupes froids. Donc, on est sur la même configuration. On voit que malheureusement, donc les groupes froids sont bien au-dessus, ont dû être laissés au-dessus des chambres pour des questions on est en pleine ville et donc pas d'arrière-cour possible. Et sur le côté, on voit légèrement une fenêtre, on voit un peu de luminosité. Donc, ça, c'est la rue, donc impossible de les mettre à l'extérieur. Du coup, le frigoriste a aussi opté pour des groupes tropicalisés, qui sont des groupes qui supportent encore mieux la chaleur, puisque là, on est vraiment dans le fournil. Hein. Sur la droite, on a le four de boulangerie. Le fluide, donc on est sur un fluide avec un GWP, donc un impact carbone moindre, hein, qui était aussi une des conditions pour obtenir l'aide. Et puis voilà, c'est dans la dynamique pour évoluer. Donc sur du R449A. Et pour les coûts de travaux, donc c'était de 17 900 € hors taxe, et la subvention à l'époque avec les aides tremplin, donc qui n'existe plus. Hein. Il y a vraiment eu une courte période qui faisait partie de la suite du plan de relance. Donc il y a eu 7 000 € de subvention d'aide tremplin. Donc il est vrai avec un bon gros coup de pouce de ce côté-là. Parfait. Alors, les bénéfices du changement sont vraiment à 2 niveaux. Le premier, c'est sur la fiabilité du matériel et vraiment un gain de productivité et de sérénité. Madame Pinto m'a rappelé au téléphone tout à l'heure quand du coup elle m'a confirmé qu'elle ne pourrait pas être présente, de bien insister sur ce point, que du matériel récent et fiable vraiment était très appréciable, puisqu'il y a ce côté, voilà, on est serein sur le matériel. Et ensuite, elle a vu aussi un changement sur ses factures d'énergie. Donc là, vous voyez sur le graphique, en bleu, vous avez les consommations. Donc c'est un peu petit, je ne sais pas si vous arrivez à voir. C'est les consommations en kilowattheure par mois en bleu de 2020, donc bien avant la réalisation des travaux. Et les travaux ont été effectués en avril 2022. Du coup, il y a quelques mois. Donc, c'est les barres vertes. Et donc, avec les flèches rouges, on vous a indiqué les gains de consommation électrique qu'il y a tous ces mois-là. Pour pas polluer de chiffres, on est sur des moyennes de consommation, de gains de consommation électrique entre 7 et 30% en fonction des mois. Hein. On voit que les mois d'août et de septembre, on est sur des gains plus importants. Donc, on est aussi sur des mois qui sont plus chaud, alors qu'on est à ISO productivité, on est sur les mêmes typologies de productivité.
Et même, il n'y a pas eu d'autres changements vraiment majeurs du tout dans la boulangerie. J'ai fait quelques extrapolations qui sont vraiment à prendre avec des pincettes, puisqu'on voit qu'on a un retour seulement de 6 mois pour le moment. Mais en faisant une extrapolation, on serait, si on continue en moyenne, on serait sur entre 10 et 12-13% de gains de consommation électrique à l'année, ce qui ferait au prix actuel où est la facture énergie de Madame Pinto, d'un gain de 1 300 € à l'année d'électricité. Encore une fois, c'est vraiment les premiers retours. Donc, voilà, on n'a que 6 mois de retour. On fera ça, on fera un retour plus précis d'ici un an après les travaux. Voilà pour ça, je crois que j'en ai fini. Dis-moi, Guillaume, je crois que c'était la dernière, c'était la dernière diapo sur le petit retour d'expérience, en tout cas sur un gain de changement. Eh ben, nous en avons fini pour la présentation. Je vous laisse quelques secondes, quelques minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans la partie questions ou chat de la partie interactive. Et il est 16h56, donc il nous reste théoriquement 4 minutes. Je vois une question arriver. Alors, vous nous posez remarque sobriété sur les consignes de température 2 à 8 degrés pour du froid positif et du froid négatif, congélation -12, -18, surgélation -30 à -40 longue durée. Je ne vois pas de fin de question. Non, c'est peut-être une remarque sur les températures de consigne optimales. Oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais effectivement, il faut que les températures de consigne que vous donnez correspondent à vos besoins. Donc ça, vous le savez, selon les produits, dans les professions, je pense à la viande notamment, il y a des températures qui sont à suivre. Donc il faut bien tenir compte de ça pour avoir les réglages les plus intéressants et pas mettre des consignes trop faibles quand il n'y a pas lieu, parce que nécessairement, ça augmente les consommations de manière importante. Voilà, donc si On est bien. vous donner un ordre de grandeur, 1 degré en plus ou en moins, merci Jérôme, 1 degré en plus ou en moins, c'est d'ordre entre 5 et 10% de conso en plus selon les configurations ou les fluides. Donc oui, donc 1 seul degré, ça peut avoir une incidence sur vos consommations, donc il faut y être attentif. Merci Jérôme. Merci, effectivement, on est bien sur la thématique de la sobriété, très actuelle aujourd'hui. Nous avons une question de Christine. Est-ce qu'il vaut mieux plusieurs cycles de marche du moteur ou un seul long cycle? Alors, 2 choses. Si on a un système avec variateur de vitesse, donc du moteur, je comprends le compresseur. Donc oui, ça faisait ça. Donc c'est-à-dire qu'on a un compresseur si on a un compresseur à vitesse variable, il est normal qu'il fonctionne toujours un petit peu. Par contre, si on n'a pas un compresseur à vitesse variable, si on a un compresseur qui fonctionne en tout ou rien, comme on retrouve dans la quasi-totalité des configurations, des installations, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un dysfonctionnement. Donc ils peuvent être multiples, peut-être pas donc ça peut être soit par exemple parce qu'il manque du fluide, soit parce que les échanges thermiques sont pas bons au niveau de l'évaporateur ou du condenseur, donc il peut manquer du fluide ou le fluide est humide, donc voilà, donc c'est signe qu'il y a un dysfonctionnement. Donc voilà, donc dans un équipement qui a un compresseur, un moteur à vitesse non variable, voilà, qu'on retrouve classiquement, théoriquement, il faut avoir plusieurs petits cycles et non pas un seul cycle. Si on a un seul cycle, si ça tourne en permanence, c'est qu'il y a un problème. Merci Guillaume. Christine, j'espère que ça a répondu à votre question. Si jamais vous avez encore une précision, n'hésitez pas. Alors, Pierre qui nous dit « Je suis en train d'aménager une laiterie-fromagerie avec des
Groupe indépendant, chambre froide, étuve à yaourt, cave d'affinage, clim, magasin et labo. Le devis vient d'être signé pour 23 000 € hors taxe, sans les 2 groupes des caves 11 et 12 degrés. Une centralisation serait possible? Point d'interrogation. À première vue, comme ça, j'ai envie de dire oui, hein, et puis même de vous inciter vraiment à étudier cette configuration-là. Puisque là, on est, voilà, a priori, avec des températures de consigne relativement Assez proches pour proche. chaque équipement. Oui. Un nombre d'équipements voilà, qui est de l'ordre de ce que j'ai pu citer tout à l'heure. Donc là, oui, ça vaut vraiment le coup d'étudier. Alors, vous pouvez, oui, me transmettre votre projet. Je donnerai, on pourra avoir un premier niveau d'échange. Après, en fonction du cas, peut-être faudra-t-il vous relayer vers vraiment un spécialiste pour avoir une configuration, pour identifier la configuration fine qu'il faut en termes, je sais pas, de puissance et autres. Là, moi, je ne serai pas en capacité de faire ce travail, mais je pourrais vous faire un retour sur le principe, sur le bon sens. Après, il faudra forcément, nécessairement que je passe le relais, vous sollicitiez une personne vraiment spécialisée sur l'installation pour dimensionner tout ça. Oui, mais n'hésitez pas effectivement à nous questionner, puis en fonction de votre localisation aussi, on vous adressera sur la bonne personne. Merci Pierre. Je laisse encore quelques secondes s'il y en a certains qui sont en train de taper une question. Je laisse passer peut-être la diapo suivante, Guillaume. Je crois qu'il y a une fin de diapo. Voilà, donc en attendant de voir s'il y a une dernière question qui arrive, simplement pour vous dire voilà, que nous sommes donc une équipe sur l'ensemble de l'Auvergne-Rhône-Alpes pour répondre à vos questions. Nous pouvons aussi vous rencontrer lors de diagnostics environnement global ou plus spécifiques en fonction des thématiques. N'hésitez pas à consulter notre site internet avec toutes les infos et puis vous aurez nos coordonnées donc avec l'envoi du diaporama. Je ne vois pas de questions spécifiques arriver. Nous en avons une dernière. Nous avons une remarque. Préférez les systèmes à froid ventilé pour homogénéité du froid dans les chambres ou frigos? Oui. Après, ça a aussi une fonction par rapport en lien avec l'humidité. Donc, il y a des produits qui aiment ou qui n'aiment pas l'humidité. Donc, par rapport au froid ventilé, il faut aussi faire attention à ça, de pas dessécher non plus certains produits. Mais voilà. Merci Jérôme pour cette dernière remarque sur le fil. Eh ben, merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter comme dit. Merci pour les remerciements. Nous sommes ravis si ça a pu vous apporter des éléments de réponse. Patricia nous demande comment va le diaporama. Je ferai un envoi aux personnes qui étaient présentes par mail. J'ai tous vos emails. Voilà, et si jamais vous ne le voyez pas arriver, contactez votre chambre de métier. On saura relayer en interne. Très bien. Merci à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.